rôle des femmes dans la reconstruction de la société. On en parle dans cette émission avec Madame Annie Moody, experte en genre et développement, engagée depuis plus de 20 ans dans la promotion, protection et défense des droits des femmes et des filles, particulièrement dans des contextes fragiles et affectés par les conflits. Et justement, pour mieux comprendre l'engagement de notre invité, je vous propose de découvrir brièvement son portrait. C'est tout de suite dans Action Femmes. Experte en genre et développement, Annie Moody possède plus de 15 années d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de programmes à fort impact social. Elle accompagne des institutions publiques, des organisations internationales ainsi que des acteurs de la société civile dans l'intégration de questions de genre et la promotion des droits des femmes et des filles. Son travail s'est particulièrement concentré sur les contextes fragiles et affectés par les conflits, où elle œuvre pour la protection des femmes, leur autonomisation socio-économique et la prise en compte de leur santé mentale. Reconnue pour son engagement et son leadership, elle est lauréate de plusieurs distinctions, notamment le prix franco-allemand de droits de l'homme et de l'état de droit, le prix Ndona ainsi que le prix Strong Lady, et a été désignée femme ambassadrice de la paix. Madame Annie Moody, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Madame Joël. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans cette voie? Alors, merci. Je commence par ce qui m'a motivée. Je suis d'abord personnellement une survivante des injustices sociales, mais surtout des conflits et des guerres à l'est de la République démocratique du Congo, où je suis allée vivre à partir de mon adolescence, après le décès de mon père biologique. Alors, j'ai vécu la guerre. J'ai connu des injustices. J'ai vu la souffrance, j'ai subi la souffrance, j'ai expérimenté la douleur que les êtres humains peuvent infliger à d'autres. Et à peine à 17 ans, je suis devenue mère. En fait, 2 mois après mon 18e anniversaire, j'étais devenue une mère. Et pour moi, le monde s'était arrêté. Pour moi, mon rêve s'était envolé. Pour moi, c'était fini. Je n'allais plus pouvoir devenir cette Annie Moody que j'ai tant rêvé en voyant mon père en action, parce qu'il m'a beaucoup inspirée. Et finalement, quand je donne naissance à une fille, je commence directement à m'imaginer dans quel monde vivra ma fille. Je ne voulais pas qu'elle vive dans le monde rempli d'injustice, de violence, d'exclusion ou de rôles prédéfinis pour elle. Et ça m'a motivée à m'engager. J'ai fait un vœu, d'autant plus que j'étais dans le contexte des conflits. Et si jamais Dieu me sortait de là vivante, je deviendrais la voix des sans-voix et je contribuerais à créer un monde meilleur pour les femmes et les filles. Voilà ma motivation. Et parler de mon parcours de plus de 20 ans en quelques minutes, je vais essayer. Mon parcours, ça va de l'opulence à la souffrance, à la formation et aujourd'hui à devenir une actrice qui contribue au changement tant soit peu. Et je l'ai déjà dit, c'est la motivation, vous comprenez, mais après les déplacements, être déplacé de l'Est vers Kinshasa, j'ai quand même aussi connu la conséquence d'une crise identitaire. Il paraît que je ne ressemblais pas trop à une Congolaise, je ne savais pas ce que ça voulait dire, étant des 2 parents, des 4 grands-parents et d'arrière-grands-parents congolais. Mais après cette expérience-là, les membres de ma famille élargie estiment que je dois aller vivre à l'étranger, où j'ai vécu comme réfugié pendant plus de 10 ans. Et c'est de là que j'ai commencé d'ailleurs mon activisme de l'Afrique du Sud où j'ai vécu. J'arrive là aussi, c'est un environnement où, en tant que réfugié noir, africain, tu subis et la xénophobie et le racisme. Et c'est dans un pays où il n'y a aucune assistance sociale. Et moi, je suis mère
avec un enfant. Donc, je dois vivre pas seulement pour moi, c'est pour elle et pour nous. Et donc, c'est de là que par tous les déclics, je commence mon activisme en travaillant dans les centres d'accueil des réfugiés, en aidant justement les femmes et filles qui ne pouvaient pas parler anglais. Je me suis vue en train de faire des référencements vers des structures comme the Lawyers for Human Rights pour leur prise en charge sanitaire, JRS qui est une organisation des jésuites pour l'accès aux repas et autres, à distribuer les cafés et autres. Et dès là, est-ce que cela a été facile pour vous? Pas du tout. La facilité, c'est... J'aime pas trop la facilité parce que j'estime que tout ce qui est facile est éphémère et tout ce qui est facile peut être un piège. Ou peut-être parce que je ne suis pas habituée à la facilité du tout. J'encourage les jeunes femmes et les femmes en passant à apprendre à gagner et à se méfier de la facilité. Donc ça n'a pas été facile et dès là, à force de plaider pour les autres, de militer pour les autres, de pousser les autres à bénéficier de peu de droits qui leur avaient été reconnus, je me suis vue comme ça être identifiée par les Open Society Initiative là, à l'époque, et faire partie du groupe de jeunes féministes de l'Afrique australe, où très vite je me suis retrouvée à la tête comme coordonnatrice, et c'est parti, tout le déclic est parti de là. Et après 20 années d'expérience dans cette lutte, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours? Et qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement? Ben, ce qui m'a le plus marqué, c'est ces moments où la RDC, mon pays, ma nation, ma terre natale, qui me manque, est appelée capitale mondiale de viol. C'est un moment qui est insupportable parce que tu vas te rappeler que j'ai déjà sacrifié mon temps et dans le temps, j'ai fait quoi? J'ai étudié une année, je chôme une année parce que je dois travailler avec l'espérance de retourner dans ma nation et le monde déclare que c'est le capital mondial des viols. Alors c'était un moment déterminant et décisif pour moi. Je décide de faire quelque chose, j'arrête de contribuer pour la construction du mouvement féministe de l'Afrique australe pour commencer à réfléchir sur comment me concentrer sur ma nation. Nous menons beaucoup de plaidoyers pour que la marche mondiale des femmes s'organise dans mon pays. Effectivement, nous avons pu gagner. Ce n'est pas moi seule. C'est vrai, il y a plusieurs femmes activistes, mais à partir de là où j'étais, j'ai joué ma partition. Et cette marche mondiale s'est organisée à Bukavu, où le monde entier est venu pour mettre la lumière sur ce qui se passait chez nous. Et finalement, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a poussé en dehors de ma zone de confort, parce qu'en ce moment-là, j'ai la résidence permanente, j'ai du travail, j'ai un chez moi, j'ai un appart, qu'est-ce que tu veux encore? Mais je laisse tout. Je décide de rentrer pour cette fois-ci, ne plus parler pour les jeunes femmes et les femmes de la région des SADC, mais je décide de me focaliser sur les femmes et les jeunes femmes congolaises. Je reviens et c'est de là que c'est parti. Je travaille d'abord pour le secteur privé pendant une année, mais tout en faisant déjà des actions sociales. Et c'est de là que j'ai créé finalement avec quelques amis Afiamama, la structure que je dirige jusqu'à aujourd'hui. Donc ça m'a apporté au fait ces déclics. Oui, je sauvais toujours le monde, mais d'arrêter de le faire pour plusieurs nations, mais de me focaliser sur ma nation. Et ça m'a ramené aussi vivre au pays parce que je ne pouvais plus continuer à parler pour ma nation en étant à l'extérieur. J'ai commencé de plus en plus à me sentir à l'aise à parler des femmes réfugiées que de femmes congolaises parce que j'avais perdu un peu les réalités. Voilà un peu... Vous avez évoqué quelque chose qui est très important, Afiamama. Est-ce que vous pouvez me parler des activités que vous menez réellement sur terrain? Déjà, pour des personnes qui ne parlent pas Swahili, Afiamama veut dire la santé de la femme. Et nous ne travaillons pas essentiellement que sur la santé. Le nom est parti du fait d'une croyance, de l'expérience personnelle pour dire qu'une femme en bonne santé mentale, physique, financière et une femme qui connaît ses droits, c'est une femme qui peut contribuer au changement du monde. Ce que nous faisons dans la protection des droits des femmes, c'est déjà essayer de donner des prises en charge
aux survivantes des différentes formes de violences basées sur le genre, dans l'accès à la justice, l'accès, disons, aux services sociaux de base, parce qu'il y a la justice, il y a le soin, et avec un accent particulier sur leur santé sexuelle et reproductive, l'accès à l'information, l'accès à la terre, par exemple, des formations pour leur autosuffisance. Ça part souvent de l'autosuffisance alimentaire pour arriver à d'autres formes d'épanouissement général. Nous sommes aussi dans la défense de leurs droits parce que nous arrivons à disposer, en partenariat avec le KTF Lawyers, qui est un cabinet d'avocats, faciliter leur droit d'accès à la justice. Ça veut dire on ne donne pas seulement l'information sur le droit et obligations, mais s'il faut absolument accéder à la justice, il y a des avocats qui vont accompagner pas à pas cet accès à la justice. Et nous faisons aussi beaucoup d'activités au niveau des communautés rurales pour, par exemple, l'adhésion des hommes dans les actions à lutter contre les violences basées sur le genre, contre les inégalités sociales. Et récemment, nous avons développé aussi l'approche de mettre en place des maisons d'aide sociale. Nous appelons ça maison d'aide sociale, d'autres peuvent appeler ça maison sûre ou refuge. Et dans ces maisons d'aide sociale, c'est un peu des centres où une femme qui vient briser ressort de là reconstruite. Ça veut dire que pendant qu'elle est là, elle va être référencée vers les structures de santé. Elle a l'appui pour l'accès à la justice, mais il y a aussi surtout l'accompagnement psychosocial pour la réhabilitation de leur santé mentale. On ne fait pas souvent attention à la santé mentale, mais c'est très déterminant parce qu'une femme ou une survivante dont on n'a pas pris en charge au niveau psychosocial peut faire des rechutes, peut subir les conséquences de la violence, même des années plus tard. Voilà un peu ce que nous faisons. Tant de choses à dire sur les travaux des Afia Maman. Voilà. Ouais. Alors, dans le contexte de conflit, vous le savez, les femmes sont souvent les premières victimes. Mais quel est réellement l'impact des crises sur les femmes et les filles? C'est vrai, c'est cette image qui reste. Les femmes sont des premières victimes des atrocités parce que la guerre commence entre les hommes, la plupart du temps. Jusque-là, nous n'avons pas un seul groupe armé qui a une femme à la tête. Donc, ce sont les hommes qui se combattent entre eux, mais après, il y a quand même un stéréotype qui va insinuer que les femmes ne s'entendent pas, ce qui est faux. Mais les femmes sont vues comme des victimes, et pourtant ce sont des premières personnes à répondre à des crises humanitaires. Ce sont des premières personnes, s'il le faut, à amorcer les processus de négociation parce qu'elles peuvent parler à tous les belligérants au conflit. Ce sont celles qui développent une résilience énorme avant que les processus formels n'arrivent. Par contre, s'il y a cet accent particulier sur leur victimisation, c'est parce qu'il y a l'utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre. C'est parce qu'il y a cette dimension que les hommes atteignent à perdre leur humanisme, à ne pas voir une femme comme un être humain qui a des droits, qui a besoin d'être protégé. C'est parce que la vengeance entre les hommes passe maintenant par chosifier les femmes d'autres camps. C'est ça qui fait que les femmes deviennent victimes. Et l'impact de ça est énorme. Aujourd'hui, la RDC est à plus de 3 décennies de conflits. Les femmes qui ont subi ces atrocités aux premières décennies, les enfants nés de viol, sont aujourd'hui, pour la plupart, les seigneurs des guerres. Il y a cet effet de la vengeance qui continue aussi. Nous sommes passés de quelques groupes armés à plusieurs groupes armés, mais qu'à cela ne tienne, les femmes jouent un rôle important. Ce qui manque aux femmes, c'est tout simplement qu'il y ait une reconnaissance de leurs rapports. C'est ça qui manque. Parce que lorsque c'est au niveau local, l'apport des femmes est visible et perceptible. D'ailleurs, même assez souvent, c'est sollicité. Mais plus on monte des échelons, moins les femmes, leur rapport leur est reconnu et c'est qui leur vaut assez souvent l'exclusion ou l'insuffisance au niveau de la représentation dans les processus de paix. Mais quel est le rôle que doivent jouer les femmes justement dans la reconstruction de la société juste après le conflit? L'éducation à la paix, par exemple.
Parce que comme j'ai dit, assez souvent, les femmes ne sont pas l'image de la guerre. Ce n'est pas une représentation ou l'incarnation de la violence. Assez souvent, les femmes essayent de promouvoir la cohabitation pacifique. Il y a plusieurs organisations féminines au-delà des Afiamama que je connais, Saoutia Mamam Kongomani, CAFED, FFC Sofepadi et autres, qui ont des cercles de paix, des barrages de paix, des paillotes de paix, quels que soient les noms. Ça, c'est l'éducation à la paix, c'est énorme, c'est un rôle énorme. Mais il y a aussi un autre rôle que les femmes peuvent jouer, veulent jouer, mais qui assez souvent qui ne leur est pas accordé. C'est aussi contribuer dans les conseils de sécurité au niveau local, parce que ces femmes ont des informations stratégiques. Puisque ceux qui font la guerre, c'est leurs fils, c'est leurs maris, c'est leurs cousins, c'est leurs oncles, c'est leurs voisins. Alors, tenir compte de ce qu'elles donnerait comme information qui peut servir des renseignements pour essayer de faire en sorte que la reconstruction après la guerre puisse se passer de manière pacifique, pour qu'il y ait aussi au niveau tant local que territorial ou provincial, même national, pourquoi pas, justement cette cohabitation pacifique et surtout des solutions durables, parce que les propositions des femmes, ça ne tient pas compte que de la prise de pouvoir ou de fonction. Je deviendrai qui si je dépose mes armes? Ça, on l'entend. Mais pour les femmes, c'est comment allons-nous continuer à vivre de manière paisible le plus longtemps possible? Comment est-ce que ceux qui ont été blessés, ceux qui ont perdu leurs parents, leurs enfants, leurs champs, leurs maisons, peuvent être récompensés après cette guerre? Alors, l'apport des femmes est très important. Mais est-ce que vous pensez que les femmes sont suffisamment représentées Non. Je voulais dire, il faut prendre le cas justement de la République démocratique du Congo, avec cette guerre imposée par les M23, soutenue par le Rwanda. Je ne vous ai même pas laissé finir votre phrase, parce que sinon, nous ne sommes pas suffisamment représentés. Et puis, il y a des nuances à faire. Lorsque nous, femmes médiatrices, parce que je suis ambassadrice de paix aussi, pour nous, femmes médiatrices, participer de manière efficace, ça veut dire être partie prenante au processus. Ça veut dire être consultée en amont. Ça veut dire recevoir les feedbacks. Ça veut dire s'asseoir autour de la table. Ça, c'est différent des femmes qui vont être autour de la table avec les fonctions officielles. Parce que lorsqu'on a des fonctions officielles, on a l'agenda officiel. Lorsqu'on a des fonctions officielles, on porte le message de celui qui nous envoie. Alors que lorsque nous parlons ici de l'insuffisance de la représentativité des femmes, nous parlons des femmes médiatrices. Nous parlons des femmes qui sont formées, nous parlons des femmes qui ont les compétences nécessaires pour dialoguer, pour négocier, pour persuader, pour convaincre, afin que le processus puisse tenir compte des oubliés, tenir compte des dimensions socio-culturelles, économiques des communautés que généralement les hommes ne prennent pas. Les hommes observent la dimension sécuritaire et politique. Est-ce que les hommes ne trouvent pas que les femmes ne sont pas assez capables? Non, parce que quel est le thermomètre qu'ils utilisent pour trouver que les femmes ne sont pas capables? Lorsque nous observons, j'ai personnellement analysé les accords de paix en cours. Ben, c'est clair, dès que vous lisez, vous comprenez tout de suite qu'il y a une perspective qui manque. Et justement, c'est la perspective féminine. Par exemple, l'accord est très politique, transfrontalier, sécuritaire, diplomatique, mais on oublie que la guerre se passe sur les sols où se trouvent les communautés qui peuvent se réclamer autochtones de ces communautés-là. Quelle est la part de ces communautés dans les accords? Il n'y en a pas. Les survivantes des violences sexuelles, pendant qu'il y a la guerre, il y a des femmes qui sont violées. La violence sexuelle est utilisée comme arme de guerre. Comment est-ce que les accords impliquent la voix de ces survivantes-là, leur prise en charge, l'accès à la justice transitionnelle, la réparation? Vous avez posé la question sur le contexte actuel, et je parle bien du contexte actuel de l'Est de la République occupée.
et des accords signés qui manquent clairement la perspective féminine là-dedans. Ce n'est pas que les hommes trouvent que les femmes n'ont pas de compétences, c'est qu'ils ne se sont pas donné l'obligation de respecter nos textes de loi. Vous avez fait assez de plaidoyers pour participer? Vous savez, nous n'avions même pas besoin de faire les plaidoyers parce que nous avons une constitution, vous partez de ces articles 12 à 14. Souvent, on se limite à 14. 14 parle de la parité, oui, mais des 12, 13 parlent déjà d'une obligation des représentations égalitaires à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Si seulement les décideurs pouvaient respecter ce que disent nos lois. Nous avons toute une loi portant modalité de mise en œuvre des droits de la femme et de la parité. Alors, on n'a pas besoin de plaider. Quand cela ne tient, nous menons quand même nos plaidoyers, mais assez souvent, ça rencontre les oreilles assez sourdes. Mais quand même, nous devons reconnaître un élément que le chef de l'État actuel a fourni beaucoup d'efforts pour avoir des femmes au gouvernement qui portent des portefeuilles clés, des ministères vraiment régaliens. Mais comme nous disons, je l'ai dit avant, je vais me répéter, les femmes dans les fonctions officielles portent l'agenda du gouvernement. Mais ici, la paix ne se construit pas qu'avec les politiques. Si on veut une paix durable, une paix inclusive, alors le processus en soi doit aussi être inclusif. C'est là que vient maintenant la participation des femmes médiatrices des communautés. Et il y a des femmes compétentes, je vous assure. Tel que je suis avec vous, je suis co-leader du pilier Femmes, Paix et Sécurité du réseau des femmes leaders d'Afrique. Ça veut dire que si j'ai de l'expertise à apporter au niveau continental, et je ne suis pas seule, la présidence des FemWise, qui est un réseau africain des femmes médiatrices, et se trouve avec la RDC, Mme Marie-Madeleine Kalala. Elle siège parmi les sages, les WISE, les sages de l'Union africaine. Nous avons plusieurs femmes qui sont reconnues. Nous avons Mme Faïda Mangila qui a été invitée pour aller conseiller ONU Femmes au Mali, alors qu'au Mali, les conflits chauffaient. L'expertise féminine pour aider à la participation des femmes est partie de la RDC. Mais comment on peut dire que c'est cette RDC-là même où les hommes n'ont pas trouvé les femmes compétentes? Ça ne tient plus la route. Comme je vais revenir sur un fait, nous saluons le fait que les chefs de l'État actuel fournissent beaucoup d'efforts pour atteindre cette parité-là. Nous souhaitons que ces efforts partent du gouvernement qui a atteint 30%, mais si nous pouvons avoir cette même représentation dans les délégations qui vont s'asseoir autour des tables de négociation, ça serait une très bonne chose pour la communauté. Ça serait une très bonne chose pour la communauté. Vous l'avez dit, Madame Animoudi, nous l'avons dit dans le portrait que nous avons suivi, que vous accordez également beaucoup d'importance à la santé mentale des femmes. Alors, pourquoi souvent cet aspect est négligé? Parce que je pense que le système patriarcal dans lequel nous avons vécu, ça met beaucoup de responsabilités. Déjà, ça prépare la fille à être une bonne femme, ça veut dire être une bonne femme, être une bonne sœur, une bonne épouse, une bonne grand-mère, veut dire tout prendre sur soi et ne jamais raconter. Parce que si une épouse va dire, écoutez ce que j'ai subi, on va dire c'est une mauvaise femme parce qu'elle a sorti de la maison à l'extérieur. Et pourtant, c'est de la santé mentale que la santé physique dépend de la santé mentale. Une personne qui n'est pas prise en charge au niveau santé mentale, ça devient une personne frustrée. Et cette frustration va sortir de plusieurs manières. Elle peut devenir violente elle-même. Il y a des femmes qui deviennent violentes, pas parce qu'elles les sentent tout naturellement, mais parce que c'est l'expression même de tout ce qu'elles ont accumulé pendant longtemps. Et aussi, je ne sais pas pourquoi on pense que parler de sa santé mentale, c'est être fou. Vous n'avez qu'à voir lorsque le Programme national de santé mentale a organisé les journées portes ouvertes pour que les gens participent. Faire consulter gratuitement, ça a fait des polémiques sur la toile pour dire qu'ils nous traitaient des fous. Non, ils ne nous traitent pas des fous parce que si on veut construire une communauté paisible, il est essentiel que la santé mentale, les pensées des gens, les cœurs des gens soient
en paix, parce que c'est ça qui traduit ce que nous allons transmettre aux autres. Mais dans notre communauté, peut-être aussi, il n'y a pas trop, je ne vois pas trop des cabinets de psychologues pour commencer. On a plus des églises, des pasteurs, pas pour discriminer les pasteurs, non, mais est-ce qu'ils sont formés à prendre en charge les problèmes psychologiques des fidèles? Pour la plupart des cas, non. Et ce que ça donne, c'est quoi? Une personne vient exprimer ses frustrations, le problème mental qu'elle subit. On trouve tout de suite un sorcier, une sorcière dans la famille, et ça a créé plus des divisions. Mais quelles sont selon vous les solutions qui doivent être mises en place pour justement accompagner ces femmes? Nous les faisons déjà, par exemple, dans tous nos programmes de prise en charge ou des réponses aux violences basées sur le genre. Nous avons tout un pilier sur la prise en charge psychosociale et nous faisons beaucoup d'actions sur les sports-thérapies, par exemple, où les femmes, à travers les sports, les arts martiaux, les tai chi, vont sortir les frustrations, les stress qu'ils ont gardés dans leur subconscient. Vous arrivez également à des bons résultats? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous voyez une femme qui ne souriait pas, après la prise en charge de quelques séances, elle reprend son sourire, elle reprend la joie de vivre. Et ça, c'est une personne qui va être utile pour elle-même et pour la société. C'est une personne qui peut partir de cette vulnérabilité à l'autodéveloppement, à l'autoconstruction. Parce que la conséquence, lorsqu'il n'y a pas une bonne prise en charge de la santé mentale, est que la personne va être dans l'autoflagellation. La personne va être dans l'auto-condamnation, c'est culpabiliser. Et à force de faire cela, on finit par avoir des maladies, on finit par faire des crises cardiaques si on ne ressort pas sur la personne et son environnement, si la santé m'a résultat. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Et quel message aimeriez-vous donner à ces femmes et ces filles qui ont peur de s'engager pour le changement? Mon message aux femmes et filles qui ont peur de s'engager pour les changements est de savoir que pour moi, bien vivre, ce n'est pas vivre pour soi-même. Et ce que vous redoutez, ce qui vous fait peur, va demain s'occuper de vous si vous n'anticipez pas. Donc, commencez les changements là où vous êtes avec ce que vous faites parce que à force de contribuer au changement, je vous assure, chères dames et jeunes femmes, il y a une récompense énorme que vous n'imaginez même pas, que ce soit sur le plan moral, spirituel et communautaire. Alors, nous avons tous un rôle à jouer afin que notre nation, notre pays devienne un pays des rêves pour beaucoup. Et avant de nous quitter, j'aimerais poser cette question. Qu'est-ce que Annie Moody aimerait laisser comme héritage à cette génération future par rapport à son combat et sa lutte de tous les jours? Ce que Annie Moody aimerait laisser comme héritage, c'est avoir les jeunes femmes qui n'ont plus peur de dire ce qui ne va pas et qui n'ont pas peur de se lever pour réclamer leurs droits et qui ont aussi le courage d'accomplir leurs devoirs. Parce que je dis toujours, les droits viennent avec les devoirs. Mais la responsabilité que nous avons, c'est d'utiliser notre voix comme une arme, pas de destruction, mais de construction. Merci Madame Annie Moody, merci de nous avoir suffisamment éclairé sur le rôle des femmes de la reconstruction de la société. J'espère que nous serons encore ravis de vous retrouver sur ce plateau et discuter encore en profondeur sur ce combat que vous menez, un combat très important pour le changement de la société, comme je l'ai dit. Et à vous également, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de partout et à très vite. Merci.